Ici donc, à l'impact en fait, sur le mouvement féministe à partir du cas français des politiques impérialistes ou racistes qui, donc, comme l'a montré Esther, donc, utilisent en fait le répertoire de vocabulaire donc, de l'égalité homme-femme pour justifier leur politique. Donc pour pointer le problème que ça soulève donc, pour le mouvement féministe lui-même, je voudrais d'abord revenir sur un moment en France de grande tension dans ce mouvement féministe, dont je vais juste donner un exemple, qui avait suite en 2004 au vote de la loi qui interdisait le port du foulard à l'école. Et donc a eu lieu peu après donc, un rassemblement féministe important, la Marche mondiale des femmes, qui se tenait à Marseille. Et dans un livre d'entretien, des militantes du CFPE, donc le collectif féministe pour l'égalité des droits, qui rassemble des féministes musulmanes ou non, voilées ou non, racontent l'accueil qu'elles ont reçu et les violences verbales ou physiques qu'elles y ont subies, donc de l'impossibilité d'entrer dans les salles, de micros arrachés ou d'insultes jusque dans le train du retour. Alors ce moment, pour moi, comme pour beaucoup d'autres qui venant plutôt du mouvement féministe lutte de classe, même si aujourd'hui les débats prennent des voies de traverse, ça a constitué un moment de rupture avec le sentiment que le mouvement féministe dominant s'engageait alors sur une voie dangereuse et en prenant conscience donc des militantes qui avaient lutté pour construire les femmes comme sujet de lutte, pour construire donc nous les femmes porteurs de sororité, se retrouvaient en situation d'exclure de leur combat une partie d'entre elles qui agissaient également au nom du féminisme. Et des militants donc, qui s'étaient battus à la fois dans la gauche ou l'extrême gauche, mais aussi dans le mouvement féministe pour faire admettre l'idée que les questions de classe et de genre étaient complètement imbriquées, en fait n'appliquaient pas cette même démarche aux questions de race. Donc depuis ce moment, la situation n'a pas changé et le contexte lui-même n'a cessé de s'aggraver. Donc les femmes racisées, et tout particulièrement les femmes musulmanes voilées, ont été et sont toujours la cible de choix des politiques islamophobes, avec donc une succession de lois en France, donc loi interdisant le voile intégral dans l'espace public, donc volonté d'interdire aux femmes voilées l'accompagnement des sorties scolaires ou de certains métiers comme le métier d'assistante maternelle, etc. Donc face à ces attaques, qui sont à la fois porteuses de racisme mais aussi de sexisme, non seulement le mouvement féministe dominant n'a pas exprimé la moindre solidarité vis-à-vis des femmes discriminées, mais de plus, donc, c'est au nom de l'égalité homme-femme que ces politiques ont été menées. Donc c'est à partir de là que se pose, je crois, qu'est interrogée la stratégie féministe. C'est-à-dire, donc la question qui se pose, c'est qu'en est-il de cette idée de nous les femmes construites comme sujet de lutte dans cette situation de division? Est-ce qu'un féminisme à vocation universelle est-il possible? Est-ce qu'il est souhaitable? Ou est-ce que le féminisme n'est-il condamné qu'à ne représenter qu'une catégorie particulière de femmes? Donc c'est ce qui va guider donc, cette présentation, en essayant donc en revenant tout d'abord donc, sur la façon dont l'émancipation des femmes est utilisée donc, dans un contexte impérial et raciste. Puis ensuite, je me concentrerai sur l'attitude des féministes, donc toujours dans le contexte français, vis-à-vis de cette situation. Et enfin, donc, quelques pistes de réflexion stratégique. Donc, pour revenir tout d'abord sur le contexte qui a déjà été évoqué donc, par Esther, on constate donc qu'aujourd'hui, le nationalisme est désormais, donc je précise d'ailleurs que j'emploie l'expression de nationalisme sexuel, mais sans référence particulière au débat académique qui existe sur les différentes notions qu'on utilise. Donc le nationalisme est désormais donc, associé à la notion d'égalité homme-femme, qui devient, donc c'est connu, un marqueur de la civilisation occidentale. Donc les exemples sont multiples, et Esther en a parlé, où la défense des droits des femmes, tout comme celle donc, des questions LGBTI, sont utilisées, soit pour justifier des politiques impérialistes, dans le contexte du choc des civilisations. Et ça, c'est une logique qui plonge ses racines dans la période coloniale, comme l'illustre l'épisode qui est souvent relaté dans l'Algérie française de la scène de dévoilement des femmes algériennes en 1958. Donc soit pour justifier des politiques impériales, soit comme mesure du degré d'intégration des populations immigrées ou dites issues de l'immigration.
Donc en France, c'est surtout ce deuxième aspect en fait qui domine dans un contexte qui est quand même davantage marqué par la restriction de l'immigration que par la guerre contre le terrorisme. Alors pour illustrer donc cette idée de marqueur, donc de la notion de l'égalité homme-femme comme marqueur de l'identité nationale, je vais prendre l'exemple des politiques de naturalisation qui ont été étudiées par le sociologue Abdelali Hajat. Donc, puisque avec la notion d'acquisition de la nationalité, on est au cœur justement de la définition de la nation. Donc, les demandeurs de naturalisation doivent prouver donc, leur intégration à la société française. Donc, ils doivent la prouver à travers donc, un test de langue, mais également à travers un questionnaire donc, qui a été mis en place donc, pendant plusieurs années, mais qui vient d'être supprimé il y a quelques jours donc, par le nouveau ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, mais également donc, en signant une charte des droits et devoirs du citoyen français qui, elle, est toujours en vigueur. Donc, ce questionnaire et cette charte, mais ce n'est pas du tout spécifique à la France, focalisent en fait sur les questions d'égalité homme-femme et donc dessinent à travers les questions qui sont posées finalement la figure de celui qui n'est pas naturalisable, donc de l'inassimilable, et qui dessine la figure de l'homme musulman, violent envers sa femme, envers ses enfants, homophobe, sexiste, etc. Mais ce que remarque Abdelali Hajat, et qui est quand même significatif, c'est que donc, ce processus de définition comme ça de la personne inassimilable, en fait, touche les femmes, puisqu'en fait, ce sont au final des femmes qui sont le plus souvent refoulées pour défaut d'assimilation, soit, alors même si c'est pas dans les textes, parce qu'elles portent le foulard, ou soit pour maîtrise insuffisante du français. Et donc en fait, tout durcissement des critères de naturalisation, soi-disant mené au nom de l'affirmation du principe de l'égalité homme-femme, en fait pénalise les femmes, et donc bien sûr n'aboutissent, on est là dans l'hypocrisie du discours bien entendu, à aucune amélioration de la situation des femmes. Par contre, on voit à travers cet exemple à quel point donc l'égalité homme-femme devient un élément clé de la définition de l'identité nationale et vise à créer une frontière, donc soit externe quand on est dans le cas des politiques impérialistes, soit interne dans le cas de l'intégration, entre, donc, pour reprendre l'expression de Christine Delphi, les uns, donc porteurs de civilisation et d'antisexisme, et les autres qui sont porteurs par nature ou par culture du sexisme. Alors la fonction de cette rhétorique, cette rhétorique, elle présente deux avantages pour les sociétés occidentales que je vais illustrer à travers un cas, donc celui d'Éric Raoult, qui est ancien député UMP en France, donc, et qui a été responsable du rapport parlementaire qui a précédé donc, le vote de la loi sur l'interdiction du voile intégral dans l'espace public. Donc dans ce rapport, Éric Raoult met en avant l'idée que le voile intégral donc, est une forme de violence faite aux femmes, et à ce moment-là, il faisait des déclarations pour montrer que la menace que représentaient ces idéologies qui tentent d'imposer un rapport homme-femme fondé sur la domination, la pression et même la menace. Donc aujourd'hui, Éric Raoult donc, est l'objet d'une plainte de son ex-épouse pour violence conjugale. Et il a fait des déclarations dans la presse pour se défendre de la manière suivante. Je l'ai insulté, c'est vrai, mais dire à son épouse qui a 15 ans de moins que vous, tu t'habilles comme une salope, ce n'est pas une violence conjugale. Donc là, on voit bien le processus de le sexisme, donc c'est les autres, hein, et une définition du sexisme qui ne s'applique toujours qu'aux autres. Donc on voit bien à travers ça les deux fonctions de cette rhétorique. Donc c'est à la fois, comme je le disais, un critère de différenciation, donc qui sert à dresser une barrière entre les uns, donc société occidentale, égalitaire, émancipée, etc., et les autres, donc en général, c'est l'islam qui est désigné comme oppresseur et menaçant. Et puis la deuxième fonction, c'est donc de blanchir la société occidentale de son propre sexisme. Et donc c'est de ce point de vue-là qu'on peut dire qu'on assiste à une racialisation du sexisme, qui devient donc un marqueur racial. Alors la question qui se pose, c'est donc quelle est l'implication de ce processus pour le mouvement féministe. Alors déjà, il y a une implication quand on passe de cette instrumentalisation du discours féministe menée donc par le gouvernement à une instrumentalisation du mouvement féministe lui-même, lorsque des organisations féministes vont venir légitimer les politiques impériales ou racistes.
Et donc, Sarah Faris développe à ce propos donc, le concept de fémonationalisme, qui fait écho à celui de homonationalisme concernant les questions LGBTI, qui a été défini notamment par Jasbir Puar. Donc ce concept décrit une appropriation en fait, par les mouvements sociaux, et donc dans le cas qui nous intéresse, donc, par le féminisme républicain, on pourrait dire ici, du répertoire nationaliste. Donc c'est un phénomène qu'on retrouve dans, par exemple, la stigmatisation des violences, donc spécifiquement en banlieue, ou aussi à travers la figure du garçon arabe comme figure de l'altérité, qui a été donc décrit précisément par Nassira Ghenif. Donc ici, on dépasse l'idée de l'instrumentalisation du discours pour aller vers l'idée d'une collusion d'intérêts entre ces mouvements et donc entre les mouvements et ces politiques. Donc collusion d'intérêts, je me permets en fait, de reprendre l'expression de Stella, en fait, Magdalene Belkacem. Donc dans... Félix Baudieu-Wanjier. Pardon ? Et Félix Baudieu-Wanjier. Oui, pardon, voilà, dans le livre que tu as coécrit, donc Les féministes blanches et l'Empire, et qui vient tout juste de sortir. Voilà. Donc l'idée c'est que, en fait, pour ces mouvements, le fait de s'inscrire dans cette rhétorique dominante, en fait, ça leur permet d'accéder à une reconnaissance sans précédent du fait du rôle institutionnel qui leur est donné et de légitimation qui leur est donnée dans cette reconfiguration de l'identité nationale, et donc permet à ces mouvements d'aller finalement de la périphérie, pour une métaphore géographique, de la périphérie vers le centre. Voilà. Et donc, bien sûr, cette situation, c'est le corollaire d'une institutionnalisation du mouvement féministe qui questionne sa stratégie d'émancipation, mais que je ne vais pas développer ici. Donc, instrumentalisation de l'égalité homme-femme, instrumentalisation du mouvement féministe ou collusion d'intérêts. Donc, ces différents niveaux d'analyse, ils ont des conséquences majeures sur les stratégies féministes. Et donc, je vais m'attacher maintenant à la façon dont le mouvement féministe français s'inscrit dans cette logique, sachant qu'il n'est pas homogène sur la question. Donc, le mouvement féministe dominant, en mettant de côté ceux qui en sont étrangers. Donc, alors si on s'en tient au féminisme français dominant, on peut identifier plusieurs types d'attitudes face à la racialisation du sexisme sans prétention à l'exhaustivité. Donc tout d'abord, il y a chez certaines un ralliement pur et simple à la racialisation du sexisme. L'exemple le plus emblématique, c'est celui de Dan Zelensky, donc, qui était une féministe des années 70, qui a participé au mouvement des femmes, et qui aujourd'hui anime donc, Riposte laïque, donc, et assume, en fait, elle assume publiquement son alliance avec le Front National et avec les identitaires contre l'ennemi principal des femmes qui, à ses yeux, est l'islam. Mais dans la même veine, on a pu noter par exemple les déclarations d'Elisabeth Badinter l'année dernière, qui déclarait qu'en dehors de Marine Le Pen, plus personne aujourd'hui ne défend la laïcité. Donc ça c'est bon, voilà le premier. Ensuite, il y a une deuxième attitude qui est celle en fait de la collusion d'intérêts manifeste avec la racialisation du sexisme, qui est représentée d'une manière aussi emblématique par l'association Ni pute ni soumise, qui s'est constituée donc spécifiquement pour la défense des femmes de banlieue, donc avec l'idée qu'il existe un racisme spécifique en banlieue, donc qui essentialise une culture du sexisme. Donc cette association a obtenu une reconnaissance d'État. Donc elle a par exemple en 2010 reçu 80 000 € du ministère de l'Intégration pour, donc c'était le contrat qu'elle avait signé avec le gouvernement, promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, en particulier des personnes issues de l'immigration dans les quartiers les plus sensibles. Donc là on est vraiment dans cette idée d'une racialisation du sexisme. Et donc Asma Ghenifi, donc la présidente de Ni pute ni soumise, a par exemple déclaré l'année dernière, au moment où la FIFA a décidé d'autoriser le port du voile sur les terrains de foot. Donc elle répond à une question du journaliste qui lui demandait quelles vont être les conséquences de la décision de la FIFA en France. Et donc Asma Ghenifi répond « Oui, ce serait dramatique par rapport à la symbolique. Certaines filles de quartier pourraient se dire « Avec mon foulard, je peux faire tout ce que je veux. Ce serait une porte ouverte à tous les excès. » Donc là, on est réellement dans la justification des discriminations qui sont subies par les femmes voilées, qui doivent en fait payer le prix de leur insoumission au modèle occidental. Donc ça, c'est un discours paradoxal en fait, qui à la fois place les femmes voilées comme victimes de l'oppression, mais en même temps comme coupables. Et en fait, le problème derrière n'étant pas tant
leur soumission, justement, perçue, mais au contraire, le fait qu'elles soient insoumises, en fait, au modèle d'intégration républicain présenté comme donc universel. Voilà, alors, la troisième attitude... Je pense que je fais des études. Il y a un peu dépassé du temps. Ah déjà, d'accord, donc j'accélère. D'accord, donc je vais synthétiser le reste. On a prévu d'avoir moins de temps pour les questions. D'accord, je comprends. Donc la troisième attitude, donc, qui est beaucoup plus ambiguë, qui est celle de, disons, une majorité silencieuse, mais un silence coupable en quelque sorte, donc, et qui est représentée par, dans l'exemple que je prends, par le CNDF, donc le Collectif National pour les Droits des Femmes. Donc, pour aller vite, il y a de nombreuses ambiguïtés dans son discours. D'un côté, l'instrumentalisation du féminisme peut être notée. Mais en même temps, donc dans le discours, mais en même temps dans la pratique, il y a un refus clair de l'unité, par exemple avec les femmes portant un foulard. Deuxième ambiguïté, le collectif reste silencieux lorsque la dignité des femmes est utilisée pour justifier des lois islamophobes, donc par exemple celle sur le voile intégral, alors que le collectif est particulièrement prompt à manifester sa solidarité avec les femmes des pays musulmans et parfois en coïncidence avec l'agenda impérialiste. Cependant, la différence par rapport au courant précédent, c'est que le CNDF ne dédouane pas les sociétés occidentales de leur propre sexisme, ce qui constitue quand même une différence notable et met en avant l'idée que l'oppression est présente dans tous les milieux sociaux. Donc derrière cette ambivalence, en fait, il y a surtout, je crois, une non-prise en compte de l'expérience vécue dans les sociétés occidentales par les femmes musulmanes, et en fait un féminisme qui ne se définit qu'au regard du vécu des femmes blanches. Donc par exemple, il y a par exemple cette idée que certains mots d'ordre sont valables pour les unes mais pas pour les autres. Donc le mot d'ordre « notre corps nous appartient », par exemple, a été remis en cause par certaines féministes du collectif, comme étant aujourd'hui ayant perdu sa tonalité subversive liée au combat pour le contrôle du corps, puisqu'aujourd'hui il était réapproprié par des femmes qui mettaient en avant cette notion, par exemple, pour revendiquer leur droit au port du foulard. Et donc à partir de ce moment-là, ce mot d'ordre n'était plus valable lorsqu'il était réapproprié de cette manière. Donc ça conduit à définir la stratégie féministe à partir de son propre regard, et donc finalement à reproduire une catégorie de l'universel qui est réduite à l'expérience des femmes blanches. Voilà, alors du coup je pense que c'est terminé. Oui, 10h06. D'accord, donc juste alors en une phrase, pardon, pour conclure sur, donc je n'ai pas pu faire ma dernière partie sur les pistes stratégiques, mais du coup le problème que ça pose, c'est est-ce que à partir de là, il devient impossible de définir du coup un féminisme qui soit à la fois porteur donc de la différence d'expérience des femmes selon leur situation dans les rapports de race, parce que là on a vu que c'était incapable de faire, et en même temps de porter un discours qui puisse représenter aussi toutes les femmes. C'est-à-dire que la question c'est le combat pour l'émancipation des femmes doit donc dépasser ce soupçon par cette collusion avec des dynamiques nationales ou racistes pour retrouver sa portée subversive, à la fois en permettant donc une expression d'un féminisme plus réel et donc d'une auto-organisation des femmes, et en même temps en essayant de constituer des fronts qui permettent de retrouver une solidarité réelle sans quelle que soit la situation dans les rapports de race. Merci à Capucine, je pense.